Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 de Sous-Sol avec Rassam. Salut Rassam. Bonjour Mickaël, je suis ravi d'être là pour le 7e épisode du Sous-Sol, Sponsorisé par Thalys. Thalys est un ATS qui te permet de trier tes candidats, de faire de l'argent en les voyant correctement et de manière organisée dans ton ATS et à tes clients. Donc c'est génial. Gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions. De la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. Et aujourd'hui, on reçoit les copines de Rassam, ses collègues, Élise et Natacha, qui nous font l'honneur de venir au sous-sol pour un épisode spécial organisation, métriques, data, stratégie, que du lourd. Et on va se remémorer un petit peu le passé de Doctolib, qui est une des plus belles machines de la French Tech. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Bien sûr, qui commence ? Élise. Élise. Oh, écoutez, je vous remercie. Je m'appelle Élise Marchand. Elle s'appelle Élise Marchand. Merci Mickaël. J'ai 36 ans, ça fait 10 ans que je bosse. J'ai commencé mon parcours dans le corporate chez AXA, avant d'arriver chez Doctolib au début de Docto. On venait de lever en série B, on était 70. Je suis partie de chez Doctolib 6 ans plus tard. Premier recruteur Docto ? Premier recruteur en CDI de Docto, exactement. Okay. Et quand je suis partie de Doctolib, on était donc 2500. Donc j'ai fait le scale de 70 à 2500 et j'ai bossé sur l'ouverture donc, du marché allemand et du marché italien pour Docto avant de rejoindre Encore Store. Tu as vu toutes les organisations, toutes les structures. Donc au niveau regard, normalement, tu es perspicace aujourd'hui. J'essaie. Et Natacha, et qui est le monstre d'organisation. On m'a parlé de toi, Natacha, on m'a dit au niveau orga, c'est une machine. Je ne fais pas peur. Natacha Nyok-Château, j'ai 32 ans. Je bosse depuis une dizaine d'années et ma carrière a été essentiellement chez Doctolib. Je suis un Docto Baby, comme on dit dans notre jargon. Je suis arrivée chez Doctolib quand on était une quarantaine et on est maintenant 3000 salariés. J'ai aussi vécu, comme Élise, la transfo, le développement d'une orga de manière assez incroyable. On a dû recruter combien ? 200, 300, 400 profils sur tout type de fonctions. Et j'ai eu l'occasion d'évoluer 5-6 fois chez Doctolib, toujours au sein de la direction RH, sur des fonctions surtout de recrutement, mais également des fonctions de formation, de learning, qui m'ont permis d'avoir une vision assez 360 sur tous les sujets RH. Natacha a notamment créé une équipe qui s'appelle TA Excellence, et on va sûrement en parler, parce que ce soir, l'idée, c'est de parler un peu moins forcément du quotidien du recrutement. Je fais du sourcing, je fais des calls, même si dans l'organisation, c'est très important, mais aussi comment est-ce qu'il y a des organisations qui viennent soutenir le recrutement dans ce qu'on appelle le RECOPS parfois, de la formation, le training, des hiring managers, et de scaler des organisations face à des challenges de recrutement en volume. Mais aussi, parce que ça me fait très plaisir, raconter peut-être quelques coulisses de comment ça s'est passé chez Doctolib, parce qu'on a connu des phases un peu différentes. Comme tu l'as dit, toi tu es arrivé, c'était une centaine, toi je crois que c'était en stage, vous étiez genre 5. Moi je suis arrivé, on était 300, et bientôt 3000, presque 3000 quand je suis reparti. J'ai pris ma veste Doctolib pour l'occasion. Oh, qu'il est élégant. Joyeux anniversaire Rassou. Joyeux anniversaire Rassou. Joyeux anniversaire Rassou. Joyeux anniversaire. Allez, je fais un vœu. Allez. 1, 2... Bravo! Merci beaucoup. Incroyable. Il est jeune. Ça te fait quel âge, Rassam ? Ça me fait, comme vous pouvez le voir ici, 9 ans. J'ai donc 9 ans. Ou 19. J'ai 9 ou 39, ans avec 3 bougies. 3 autres bougies, donc il faut faire le calcul. J'aurai bientôt 40 ans, c'est pas cette année. Donc je vous laisse deviner quel âge j'ai. Et je vais ranger ça en bas parce qu'on va peut-être pas manger tout de suite. Allez, J'ai faim. Génial. Alors, merci beaucoup pour cette jolie attention. Excellence, organisation, stratégie. Comment est-ce qu'on s'organise, Rassam ? Quel est le premier sujet, la première question que tu as envie d'aborder ? Non, le premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est un petit peu la jeunesse de tout ça, parce que c'est vrai que j'en ai parlé souvent. Moi, c'était un peu ma première expérience en start-up quand je suis arrivé chez Doctolib, parce qu'avant, j'étais dans la tech, dans un sens un peu software. Et puis dans la tech IT avant en recrutement cabinet, mais Doctolib dans le sens hyper croissance.
une startup qui recrute 100 personnes par mois, etc. C'était une nouveauté. Et donc, je voulais qu'on revienne un peu sur ces débuts-là, parce qu'on a connu un moment dans Doctolib où on était 3, 4, 5 dans un bureau, là où à un moment donné, c'était plus de 200 personnes dans l'équipe People, donc ça a beaucoup grandi. Ouais. Et tu as connu ça aussi, je pense, un petit peu chez Content Square, d'avoir une organisation qui grandit, d'avoir des corps de métier dans le recrutement qui s'ajoutent entre des sourceurs, des coordinateurs, des project managers. Et je sais que tu es un peu critique parfois sur cette organisation. Et moi aussi, je le suis devenu en fait en ayant goûté aussi à d'autres orgas. Et j'aimerais peut-être... finalement, Natacha, tu es la seule survivante chez Doctolib en l'occurrence, et en scale-up. On est tous sortis un petit peu de ce monde-là. Et j'aimerais bien que chacun raconte un peu sa vision des avantages de bosser en tant que recruteur, et vraiment toujours d'un point de vue recruteur, d'être en scale-up, et parfois peut-être les limites, et de se dire qu'il y a peut-être aussi des choses intéressantes, moi qui suis dans un contexte maintenant chez Free différent. Yes. Et parler de tout ça d'un point de vue plutôt organisation du travail, charge mentale parfois. Je sais que le terme charge mentale, peut-être tu vas me le challenger un peu, Natacha. Donc, est-ce que déjà il y a une anecdote en particulier qui vous revient comme ça en tête quand on parle de cette époque de 2017, quand je suis arrivé chez Doctolib, est-ce qu'il y a quelque chose, l'une ou l'autre, qui vous vient à l'esprit quand on parle du TA de cette époque? Sur la genèse, je pense que ce qui a fait la force de Doctolib à ses débuts, c'est que l'équipe RH était pilotée par des profils business. Et ça, c'est ce qui a donné une patte très spécifique à notre organisation. C'est qu'en fait, on avait des structures de reporting, d'agenda, des exigences calquées sur les objectifs business. Ouais. Et on a encore un DRH aujourd'hui qui a un profil purement business et qui, bien sûr, a appris sur la fonction. Et ça a été très formateur d'avoir cette patte business pour nous aider à nous lancer cette ultra-organisation. Je suis d'accord. Moi, j'ai vu le changement chez Content Square entre une empreinte très orientée business, KPI, delivery, et ensuite on est parti un petit peu sur autre chose, un peu plus quali. Et là, ça c'est un peu... on a changé d'orientation, quoi. En fait, il y avait quand même une connaissance du recrutement plutôt avancée, parce que je pense que tu évoques la période avec Agnès, qui était la directrice développement, growth de la boîte, et ensuite Mathieu, que tu connais, qui est aujourd'hui le DRH actuel, qui lui-même est issu du business. Malgré le fait qu'il ne soit pas des RH de formation, etc., il y avait une espèce de maturité sur l'importance de mettre l'enjeu people et les gens qu'on recrute, la façon dont on forme, la culture de la boîte, super importante. Mais c'est vrai, en termes de méthodologie de travail, moi, j'avais pas... je venais pas avec cette rigueur, en tout cas, j'ai dû m'adapter à cette rigueur et c'était un choc des cultures. Toi, Natachise, comment tu l'as ressenti, toi, venant d'AXA avant d'arriver la culture était clairement radicalement différente. Moi, ce qui m'a beaucoup enthousiasmé, c'était d'appartenir à une boîte dont le recrutement était une fonction de croissance. Et ça s'est reflété, comme le disait Natacha, dans l'organisation. Tu l'as dit aussi, on était rattachés à Agnès dans notre méthode de travail, où en fait l'activité TA était pilotée par les indicateurs. Ce qu'on voulait voir, c'était à travers ça comment le recrutement participait vraiment à la croissance de Doctolib, parce que les objectifs business de Docto étaient garants de la réussite de nos objectifs à nous. Donc on s'est senti aussi engagé dans la boîte, responsable et impliqué dans sa croissance, parce que l'impact direct de notre taf, c'était de voir qu'à chaque DMM, à chaque événement d'entreprise qui était organisé à l'époque, tous les mois chez Doctolib, il y avait plus 30, 40, 50, 60, 100 personnes. On a eu une structuration de l'équipe pour répondre à ses besoins qui a été progressive et itérative, parce qu'en fait, quand on s'est retrouvés tous les trois dans ce mythique bureau du 32 rue Monceau, on n'était pas structuré comme la boîte l'est aujourd'hui. Donc cet impératif de structuration, il est arrivé de façon itérative, parce que de façon assez classique, nous, chez Docto, la première orga TA, c'était une fonction qui était splittée entre des fonctions business revenus et des fonctions data puis tech. Au fur et à mesure que... tech and product, pardon. Au fur et à mesure que les objectifs sont devenus plus forts, le TA est plus spécialisé. Il y a des fonctions support au TA qui sont venues, en fait,
élever et augmenter son efficacité. Et c'est Natasha qui a mis en place cette équipe TIE Excellence pour arriver au next level. Et vous voyez, même avant l'équipe TIE Excellence, qu'on va certainement mentionner, je trouve qu'il y a un truc qui est très fort sur ce que tu dis, sur la fixation des objectifs. On a toujours évolué dans cette culture chez Doctolib d'avoir une lucidité très forte de là où on en est et de là où on souhaite arriver. Et donc, on a toujours eu des objectifs assez importants, pas forcément des objectifs de closing, de nombre de personnes à recruter, mais des KPI de niveau 2, de nombre de personnes à contacter, etc. Et donc, j'ai une anecdote où moi, je me souviens, Rassam, quand tu étais mon boss, on n'avait pas encore d'ATS assez puissant qui nous permettait un tracking avec LinkedIn. Donc, je notais avec des petits bâtons sur mon carnet par job le nombre de personnes. Et tu me disais, mais tu sais, t'es pas obligé de faire ça chaque semaine, t'inquiète, t'es autonome. Et je disais, mais Rassam, c'est pour moi, c'est important pour moi et ça me permet le vendredi de regarder ce carnet, de me dire, ok Natacha, tu as contacté une trentaine de devs, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, est-ce que ta semaine qui va venir doit être structurée de manière assez différente. Et il y a toujours eu cette lucidité très forte de ce qu'on faisait bien, de ce qu'on faisait pas assez bien et de ce qu'il fallait mettre en place pour y arriver. Alors moi j'ai déjà des questions à ce niveau-là. Ce tracking que tu faisais déjà par rapport à toi, c'est après quelque chose que tu as mis en place dans tes équipes ? Comment est-ce que tu as pris le réflexe de le faire en premier ? Comment est-ce que tu t'es dit que c'était quelque chose d'intéressant pour la suite et l'évolution, j'imagine stratégique, et comment est-ce que tu l'as mis en place à cette époque-là ? Aujourd'hui, ça paraît normal. Ouais. Je veux dire, on était peut-être à une époque où... Déjà, on avait déjà des bonus à l'époque qui étaient structurés de manière très carrée. Une partie quantitative sur le nombre de recrutements à faire, une partie qualitative sur la validation des périodes d'essai et un système de notes, de grading que les managers allaient nous donner sur notre collaboration. Et un décélérateur de bâtard avec des systèmes d'accélérateurs et de décélérateurs de bonus qui étaient ajustables quand même. Qui étaient ajustables. Donc, il y a toujours eu ça. Ça se répliquait par équipe et ensuite C'était quoi la proportion en rapide vite fait ? C'était quoi ? C'était 70 sur le closing ? 30 sur la quali ? Non, parce qu'on était aussi incentivé sur le BP allemand. Plan. De la boîte. Le business plan de la boîte. Okay. Donc, tu avais 30... De mémoire, c'était... Un tiers, quoi. Okay. Ouais, il y avait un tiers, mais après, il y avait 80%. Ça rebondit sur l'implication dont tu parlais au début, où vous vous sentiez vraiment corps et âme dans le développement de Doctolib, parce que aussi, ça fait partie des objectifs. C'est pas tout de le dire et de faire des prêts en disant on est tous ensemble. Ouais. C'est aussi... Exactement. Ça se reflétait dans la structure de notre rémunération. Ok, d'accord. Donc ça, c'est déjà un premier point qui pousse les gens à se développer. Exactement. Et ensuite, il faut qu'il y ait les outils et la structure qui le permettent. Donc aujourd'hui, on a encore chez Doctolib un ATS qui nous aide, qui est assez fort. On a une data analyst TIA. Donc on a une data analyst qui nous aide et qui construit on va revenir, des reports parce que 100% TIA. À partir de quand est-ce que tu commences à... Qui structure le fait de mettre une data analyst ? Donc du coup, c'est plus toi sur un carnet qui met des petits croix, mais on va prendre quelqu'un, parce que je crois que vous avez été aussi innovant là-dessus. Je pense, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai, en fait, c'est important de le dire parce que vu que ça peut être vu comme une référence, le fait de se dire qu'il y a encore 5-6 ans, tu pouvais te retrouver à mettre des bâtons sur un bout de papier, c'est dire qu'en fait, les choses peuvent évoluer très vite quand on met les moyens. Et donc, ce qui s'est passé, je pense, c'était vraiment des use cases, donc de faire des pilotes. Et c'est vrai que la tech, pour le coup, sur le marché de manière générale, le fait de devoir adresser des challenges, de recruter des développeurs, tout le monde a la même problématique et doit réfléchir un peu différemment. Et on veut traquer l'input pour savoir quel output on va avoir, commencer à calculer, savoir combien de gens on a besoin, combien de messages on doit envoyer, quel type de message envoyer. Et donc, en fait, cette réalité-là nous a obligés de mettre un gros focus à regarder chaque petit détail, notamment sur la tech. Et je pense que c'est là où on a commencé à se dire, en fait, maintenant, on a besoin peut-être de mieux traquer via du sourcing. C'est plus suffisant, les métriques de LinkedIn, et donc d'avoir un ATS qui va un peu plus loin là-dessus, ou sur l'expérience candidat, de mesurer le NPS des candidats suite à leurs tests, ou de pouvoir faire... ça se fait par palier, ça se fait très naturellement. Il n'y a pas eu un moment de changement d'ATS. Enfin, il y avait Lever dès le début quand même. Moi, je suis arrivé, il y avait Lever, donc on est quand même sur aujourd'hui encore Lever, peut-être dans j'ai top bossé 3. Sur Lever, mais qui était différent il y a 8 ans. Enfin, le Lever de 8 ans et le Lever d'aujourd'hui, on n'est plus sur le même outil. C'est plus le même produit, exactement. Ouais. La stack aujourd'hui chez Doctolib à l'état actuel, tu peux nous la rappeler ? La stack recruteur ? Tu l'as en tête ? Non. Tu l'as pas en tête ? La stack... Non, non, je te fais pas la stack de dev, Charles le bâtard. Sur quelle dernière version de Ruby est-ce que ça dev ? Est-ce que tu veux casser les murs entre les métiers et créer une responsabilité partagée ?
combien de mises en prod par jour? Non, la stack recruteur. Genre, rappelle-nous, parce que vous avez, vous avez l'ATS, vous avez un CRM sourcing. On n'a plus de CRM sourcing. Donc en fait, et c'est là où c'est très intéressant sur le niveau de structure qu'on a poussé dans notre organisation et les allers-retours qu'on a fait par rapport à ça. Donc on a Greenhouse qui n'a pas changé, qui est notre ATS de recrutement depuis 4-5 ans maintenant. On avait un outil de sourcing qui s'appelait Gem, qui allait trop loin pour nous. Et qu'en fait, qui manquait de simplicité. On avait un gros sujet de centralisation de la data et d'API qui n'était pas parfaite entre LinkedIn, cet outil-là, et Greenhouse. Et derrière, on a un outil de DataVis qui est maintenu par notre data analyst, qui nous permet d'agréger toutes les données. De data visualisation, donc un outil de BI, un pur outil BI qui vient en plus entre le l'ATS et des reporting qui sortent de l'ATS. Et c'est Periscope. Ouais. Et qu'est-ce qui demandait les indicateurs? Tableau. Ça on est plus sur venait de Periscope, vous? c'est Tableau. Je pense que c'est le business qui poussait quand même beaucoup. En fait, le COMEX, et je pense qu'on repart sur un de tes points, Rassam, sur la place du recrutement et de l'organisation People au sein de l'organisation TIE, c'est que chaque mois, on a ce qu'on appelle une performance review. Ouais. Donc, on communique sur nos résultats au comité de direction. Okay. Donc, les résultats de la direction RH, mais de la direction recrutement spécifiquement. Et donc, chaque mois, il y a un deck qui est partagé au COMEX, qui est présenté par notre DRH sur les résultats spécifiquement du recrutement. Et tu as une quinzaine de slides qui nous concernent que nous. D'accord. Donc, en fait, ce niveau-là, ce besoin de reporting, ce besoin de communication est ultra clé et répond aux besoins du COMEX de redescendre, incluant le besoin de notre CEO, de redescendre sur nos sujets. Et ça nous force à innover et à être assez fort sur ces sujets. Et les indicateurs, ils viennent d'eux ou c'est vous qui pouvez les construire en disant cet indicateur-là est important, on veut être défini par rapport à ça? Nous, mais sachant que ça a été dès presque le jour 1, ça a été itéré ensuite, mais mis en place par Agnès, donc la Chief Development Officer de l'époque, qui avait un ADN sales très fort, qui venait elle aussi des équipes business. Et en fait, on regardait l'efficacité de nos sources. Donc, quelle performance de source était la plus efficace pour Doctolib et comment mieux l'investir. On avait des KPI, comme pour des sales, en fait, de taux d'acceptance rate. On avait le calcul des taux de conversion entre le pass rate, entre les entretiens. On avait le time to hire, on avait le time to fill. Dès le début de l'histoire du TI de Docto, on a traqué ces KPI-là. Et parce que comment vous avez gardé la main sur justement tout ce qui est récops? Parce que moi, je me souviens d'une anecdote chez Cotton Square où au bout d'un moment, je rencontre énormément de candidats. Donc, je vais voir la data analyst et en lui expliquant, j'aimerais bien qu'on calcule tous les taux de ratio, et elle me disait non, c'est pas dans mes missions. Et en fait, nous, on pouvait pas. Il y avait les services Recops qui étaient là, mais qui n'étaient pas as a service au recrutement, qui travaillaient sur leur propre projet, ils avaient leurs propres raisons. Tiens, on décide de savoir, j'en parle souvent, combien de smileys il faut mettre dans un message d'approche pour qu'il soit cool. Donc moi, on m'appelle en réunion, je dis je suis en plein closing et tout, je suis à 2 doigts de faire mes chiffres. Le sujet est vraiment compliqué, et puis on m'appelle en réunion et on me demande combien de. Puis c'est en anglais en plus, moi j'ai un peu de mal à comprendre. Et au bout de 10 minutes, je me rends compte qu'on est 5. Pendant 1 heure à parler de smiley, j'ai dit putain, mais on a perdu la notion du temps, on a perdu la notion de l'efficacité. Et il n'y a aucun Recops qui est venu me voir en me disant t'as besoin de quoi en termes de chiffres pour devenir meilleur? Je pense que ça dépend. Comment vous l'avez eu Ouais, ça dépend. En fait, on avait une personne quand notre ATS Greenhouse a commencé à se développer. On a eu une personne qui s'occupait d'un certain nombre de projets RH, qui faisait pas mal de SI sur des sujets RH macro, et qui était assez data-driven, qui gérait ces sujets, qui ne reportait pas à notre direction TA. Et donc, on avait on ressentait parfois un petit peu ce décalage. Et après, on a décidé de renforcer l'équipe en question, et donc d'avoir une approche plus user-centric, puisqu'il y avait plus qu'une personne dans cette équipe, et surtout de rattacher cette personne et cette équipe à la directrice recrutement. D'accord. Donc, en fait, c'était ses enjeux, c'était ses sujets. Donc moi, c'est une équipe que j'ai gérée pendant 2 ans, qui est montée jusqu'à 25 personnes. Et donc dans cette équipe, tu avais une personne data analyst, tu avais une personne qui faisait purement du Recops, donc de la gestion d'outils, de la maintenance d'outils, donc les outils qu'on vient de mentionner. Tu avais 2 programmes managers de recrutement qui faisaient de la formation sur le recrutement pour les équipes de recrutement, parce qu'on est monté à 100 recruteurs, et donc c'était quasi comme une mini-boîte, et pour les managers, également sur les sujets de recrutement. Et tu avais l'équipe de coordination
qui faisait aussi partie donc, de coordinateur de recrutement, qui avait aussi une dimension, qui a toujours une dimension projet, expérience candidat, D&I, diversité, Donc toi, qui faisait partie de cette équipe. Pas juste du scheduling, ils étaient aussi sur d'autres sujets de qualité du process. Exactement. En fait, c'est comme des programmes managers recrutement, avec une dimension très forte sur la coordination et sur la planification d'entretien, 60% de leur job. Et donc cette équipe au service... Un de cette équipe, c'est d'être au service des équipes donc, de recruteurs. Un point qui est important, et j'ai piloté cette équipe et j'ai créé cette équipe de zéro quasi chez Doctolib. J'en parlais avec Élise sur le trajet. En fait, pour moi, une organisation cible, tu n'as pas besoin de cette équipe. En fait, si tu as des recruteurs qui sont eux-mêmes très bien organisés, très bien processés, qui ont bon niveau d'ambition sur tout ce qu'ils font, tu n'as pas besoin de cette équipe. Et là, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur le coût d'entrée de la mise en place justement Justement, j'allais parler des coûts et puis après on parle de la mise en place. Au bout d'un moment, Vas-y. Non. À partir de quand est-ce que ça devient rentable de mettre une armée comme ça de coordi, vous êtes monté à 100, j'imagine que vous êtes redescendu. En fait, le ROI, il est très difficilement. En fait, on traque tous les éléments, ce qu'on appelle la recruiting capacity, donc combien un recruteur peut recruter 2 personnes par unité, par type de job, par mois. Bien sûr, c'est très dur d'estimer cette rentabilité-là. C'est plus un pari de fonction support qu'on prend. Tout est une question d'équilibre. Et donc, en fait, je n'ai même pas parlé de l'équipe sourcing qui a fait aussi partie de cette grande équipe excellence. L'objectif et mon objectif à l'époque, c'était de pouvoir dire, OK, on a cette équipe d'experts qui vient en support, mais derrière, il ne faut pas appauvrir le rôle du recruteur. Il faut que le recruteur soit en capacité de sourcer, de gérer des enjeux data et de pouvoir traquer son propre reporting, de gérer son expérience candidat, ses packs candidats de la meilleure manière possible. Donc on a un peu diminué le nombre de personnes dans cette équipe. C'était pas grave parce qu'au début on voulait mettre la barre tellement haute avec des nouveaux process, des nouveaux projets. Et là on est sur un modèle plus hybride avec cette équipe qui est à dispo pour amener de l'excellence, mais en même temps les recruteurs qui redeviennent un peu plus 360 par rapport à ce qu'ils n'étaient avant. C'est un point important parce que je pense que c'est aussi le contexte économique, le contexte finalement un peu la croissance qui s'est un petit peu stabilisée, qui j'imagine a amené cette réalité. Moi qui vois aussi maintenant d'autres organisations, et tu disais voilà, une équipe n'a pas forcément besoin de cet écosystème-là. Quand je suis arrivé par exemple chez Free, je me suis dit je vais pas pouvoir recruter des gens. Alors, bien sûr que je n'allais pas le faire tout de suite. Mais je me suis dit, même si tout de suite, il y avait toute mon équipe qui voulait me suivre chez Free, ils n'avaient pas forcément le profil dans le sens où ils étaient tellement dans une espèce de confort. Et moi-même, je l'étais. J'ai dû me faire violence pour sortir de ce confort-là parce que c'est dur, évidemment, et c'est très exigeant. Confort d'une organisation extrême. Donc voilà, en fait, c'est le confort d'un sportif de haut niveau qui court très très vite et qui a etc. Mais qui a toute une organisation qui a tout son kiné, son préparateur sportif, son coach mental. Effectivement. Et donc, c'est vrai que quand tu te retrouves du coup sans ce coach-là ou sans ton planning, sans tes reports, tes métriques, et que tu dois toi-même en fait organiser la naissance de tout ça, il faut revenir sur quelque chose d'un peu plus d'un peu plus holistique, d'un peu plus complet en termes de skills, et aussi ne pas être fragilisé par l'incertitude, par quelque chose qui être à l'aise dans le chaos, quoi. Dans le chaos, exactement. Parce qu'on dit souvent que la startup c'est le chaos, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres types de chaos quand tu sors du monde de la startup. Et donc c'était un filtre pour moi de dire et je suis allé chercher plutôt des recruteurs 360, plutôt des recruteurs qui viennent de cabinets, qui sont vraiment à la dure, etc. Et je pense que c'est aussi le learning que j'ai eu, c'est que parfois, pousser à l'extrême certaines organisations dans la super spécialisation en créant des sous-cultures de sourcing, de coordination, de tech, de machin, etc., fragilise finalement dans les temps de chamboulement un petit peu une organisation. Et donc, je pense qu'aussi, finalement, l'organisation actuelle de Doctolib, c'est un peu stabilisé par rapport à cette réalité. Je ne vois pas que ça comme une fin en soi. Je me dis... C'était hyper positif. Si je devais le refaire, je le referais exactement de la même manière. Ça correspondait à une phase de scale qu'on vivait, et je vois vraiment, et l'équipe, elle existe encore, et elle est très forte, elle est essentielle à notre organisation, comme où est-ce qu'on a mis la barre avec cette équipe. Mais si là, on repart de zéro, parce qu'on a touché le bout avec Docto en ce qui concerne le plus
organisé techniquement. Si on repart de zéro, aujourd'hui, par exemple, toi, Élise, si tu as une boîte, tu as 100 recrutements à faire dans l'année. Comment est-ce que tu builds ça ? Au début, un recruteur, peut-être un deuxième. À partir de quand tu mets un sourceur ? À partir de quand tu mets un schedule, un Recops, les outils, etc. Si tu dois me faire un petit plan là, comment est-ce que... Enfin, tous ensemble, si on doit brainstormer sur un plan, à partir de quand ? Moi, je suis un invest. Voilà, je vais sortir Sayad.com. C'est un truc révolutionnaire. C'est un SaaS pour faire repousser les cheveux. Et il me faut 100 devs là, pour la fin de l'année. Je crois qu'il y a ton voisin qui serait chaud pour investir. Non, moi, je m'assume bien, là, comme ça. Quand je rase ma barbe, je m'assume moins. Ouais. Mais la tête, ça va. Donc, t'es en entretien face à Sayad.io. Sayad.io, grande entreprise de veuche. Sayad.r.io. Et tu dois build ta première équipe. Alors, quel indicateur tu regardes? Comment tu un terrain? Ouais, tu peux me poser les questions que tu veux. Donc, je vais pas te répondre avec des certitudes, je vais te répondre avec une méthode et avec des chiffres. Ouais. Donc, premier point, mon orga TA, je vais commencer par la spécialiser par fonction. Je garde des profils 360, mais je la spécialise par fonction pour avoir des recruteurs qui connaissent les métiers le mieux possible, qui créent un partenariat avec les hiring managers qui soit très fort et qui soient en capacité d'aller convaincre des candidats avec une vraie connaissance des équipes, des enjeux, de leurs limites et de la valeur que ça peut représenter comme move. Donc ça, c'est le premier point, c'est la spécialisation. Ensuite, est-ce que je recrute dès le début des sous-fonctions? La réponse est non. D'abord, je vais chercher à muscler la capacité d'organisation de mes recruteurs, que je vais faire par une meilleure structuration de mon assessment. Est-ce que quand je suis meilleure dans la définition du profil dont j'ai besoin, des critères déterminants, des must-have et des nice-to-have, en fait, j'arrive à être plus fin dans mon assessment des candidats. Donc, en fait, je suis meilleure dans les résultats que je produis. Donc, d'abord, je m'affine sur la spécialisation et je m'affine véritablement sur les besoins et l'assessment. Je vais former mes candidats, je vais former mes recruteurs sur les techniques sales pour le coup. Arriver à être très bon en vente. On tourne beaucoup autour du sales. Ouais, mais en fait, pour moi, le recrutement, c'est une fonction sales. Donc, j'arme... Dans l'architecture, dans l'architecture des métiers qu'on a effectué chez Doctolib il y a 7 ans, il était question de mettre la fonction recrutement au sein de la fonction sales. Ok. La fonction recrutement ayant tellement de proximité avec la fonction RH qu'on n'a pas décidé de le faire, mais ça montre bien les questions qu'on avait à cette époque. Donc, j'arme mes recruteurs pour qu'ils soient comme des sales, à la fois dans leur manière de pitcher et aussi dans leur façon de voir leur funnel et d'analyser leur propre performance. Okay. Ensuite, je vais analyser, mais au début, en fait, c'est compliqué de dire quelle organisation je dois mettre en place, des RPO, des Talent Intelligence et tout, parce qu'en fait, tu n'es en capacité de répondre à ces questions que si tu as de la donnée. Et donc, il faut au moins que tu aies un trimestre, un semestre de recul pour comprendre ta capacité de recrutement. Bien évidemment, si tu sais que dans ta capacité de recrutement actuelle, tu as 3 recruteurs qui te font 30 recrutements en 6 mois alors que tu as besoin d'en avoir 100, en fait, la réponse à l'effort de croissance, elle est visible par des résultats. Tu dois d'abord investir dans ta fonction recrutement pour être sûr d'aller atteindre ta target de staffing. Mais ça, à nouveau, c'est des choses que tu vas piloter par de la data. Donc, sans forcément aller recruter une personne qui sera spécialisée en Recops, parce que c'est un headcount qui peut être mis sur une autre fonction. Je vais outiller mon équipe et investir dans des outils Recops de façon à ce que je puisse extraire de la data qui me permettra de piloter la performance de mon équipe. Donc, après tes recruteurs, première stratégie, c'est pas de mettre un coordi ni un sourceur, c'est d'abord traquer ta data. Ouais, exactement. Moi, d'abord, premier point. Je pilote mes investissements et la structuration de mon équipe à partir du besoin que j'ai et puis des retours aussi que je peux avoir de la part de mes recruteurs. Si en fait je vois que le scheduling devient un enfer à gérer, que c'est hyper time consuming pour les recruteurs et que ça leur retire du temps sur l'assessment et sur la relation avec les candidats et les managers, évidemment, je proposerais d'investir dans un... time to hire, tu le traques avec... En fait, chaque indicateur a une modification de structure. Le time to hire, ça peut te donner l'indice sur le coordi. Le taux de concrétisation, ça peut te donner le niveau sur le sourcing. C'est quoi, toi, un peu les indicateurs qui te font faire des actions? Ou Natacha?
Sur quel sujet, pardon? T'es là, t'as 3 recruteurs, tu hésites entre un 4e recruteur ou un sourceur ou un coordi. Quelle métrique tu as regardé pour prendre cette décision quand t'es à ce niveau-là? Le nombre de recrutements closés. Par mois ou par trimestre, en fonction. En fait, est-ce que, si on parle des fonctions tech et produits et du reste du monde, il y a quand même encore, disons-le, cette distinction qui se fait, en tout cas fortement chez Doctolib. Je regarde cette métrique-là. Et en fait, est-ce que sur la recruiting capacity et l'ambition qu'on s'est donnée du nombre de recrutements à faire par recruteur, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour y être? Et aussi, je regarde le staffing plan, c'est-à-dire quel est le nombre de recrutements à faire qui évolue d'un trimestre à un autre très fortement, et j'ajuste le nombre de recruteurs par rapport à ça. J'allais dire, le point central, c'est quand même le staff plan, c'est que pour travailler plutôt dans un contexte où il n'y a pas forcément de staff plan aujourd'hui, on est en train de le mettre en place d'un point de vue séquencé, d'un point de vue phasing sur les dates de démarrage entre un quarter ou même ne serait-ce qu'une moitié d'année ou une autre. Et de budgétiser ça par rapport à un salaire, etc. C'est quelque chose qui n'existe pas partout aussi. Et en fait, quand ça n'existe pas, c'est vrai que toutes ces questions-là, des fois, tu es un peu à l'aveugle parce qu'en réalité, la recruiting capacité ne peut vraiment être prédictive que si elle est sizée par rapport à un objectif précis de je veux tant de personnes de tel niveau, dans tel endroit, à tel moment. Et d'ailleurs, sur le sujet RPO, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que nous, on a des plans de recrutement, donc des staff plans qui sont tellement structurés à l'avance, qui sont revus, mais qui sont tellement structurés à l'avance, en fait, on fait quasi jamais appel à des RPO. Parce qu'en fait, on est là, on a quelqu'un en ce moment, et en fait, ça peut arriver, et ça arrive. En fait, on anticipe tellement les besoins. Là, on a déjà recruté des recruteurs qui vont arriver en septembre parce qu'on sait que le staff plan va évoluer d'une certaine manière sur Q3 et sur Q4. Okay. Ça fait une économie de coûts et de gains et de dépenses finalement à être aussi... Exactement. Ouais. Un point que je voulais aborder, je ne sais pas si tu avais fini sur cet onglet, c'était plutôt l'organisation, parce que c'est aussi un point, moi, qui... Parce qu'en termes d'orga, moi je disais quand je suis arrivé chez Doctolib, j'ai dû me mettre vraiment au diapason de m'organiser différemment. Typiquement en termes d'outils même, je n'avais jamais travaillé sur la suite Google. Et aujourd'hui, elle me manque un peu, cette suite Google. Oh my god, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est incroyable la suite Google. Ce podcast est sponsorisé par la suite Google. Mais la question que je voulais poser, c'est que toi, Natacha, c'est vrai que c'est un peu monstre. Une de tes forces, on disait le monstre un peu en rigolant. Par rapport à ce qu'on appelle la time matrix, attention, j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit. Parce que tout à l'heure, ça peut gêner nos auditeurs. Je vais dire. Qui lâche des pétounes pendant le podcast tout seul. Je me dis, alors pour en venir sur le sujet, donc voilà, on caricature un peu Natacha sur le côté machinasse, n'est-ce pas, sur l'organisation, la time matrix, le time efficiency. Et avec bonne humeur. Avec bonne humeur, oui, Bien toujours sûr, avec bonne humeur toujours. et enthousiasme. Mais est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça t'aide à organiser ta journée? Parce que bien sûr, tout le monde a envie d'être... En fait, j'ai des débats avec cet homme parfois. Non, Si. vas-y. Non, mais si, oui. Non, je te suis. Je suis pas organisé du tout. J'apprends, mais je m'y intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Mais dans ce chemin de croix, il y a Rassam qui me dit tu es une pauvre merde. Non, c'est qu'on a des discussions et je vais te donner des exemples très concrets. Lui, son parti pris, c'est le delivery. Je préfère, je jongle avec trop de balles et donc j'accepte sur le fait que je jongle avec 6 balles. Faire tomber Et effectivement, il y en a 2-3 qui tombent. Je fais mais tu sais même pas parmi tes 6 balles, c'est quoi les 4 que tu veux absolument pas faire tomber. Et donc là-dessus, il faut ne serait-ce que là-dessus avoir une organisation. C'est et je me dis, tu auras besoin d'un coaching de Natacha Neufchâteau. Non, mais en fait, moi j'organise mon delivery. En fait, j'organise mon delivery, c'est-à-dire que et c'est ma manière à moi de me rassurer. Et je pense qu'on a tous des styles assez différents. Et c'est ma manière à moi de... Je fais beaucoup moins de crises d'angoisse depuis que je m'organise. En fait, j'ai vu que ça... Exactement. Et donc, en fait, moi, j'ai un truc où je me dis, tous les vendredis, et ça, je le fais pour moi-même depuis 6-7 ans, et je le conseille à mes équipes très fortement, tous les vendredis, j'ai un créneau d'1 heure
qui me permet de structurer la semaine qui vient et qui me permet de regarder sur le passé, sur la semaine passée en me disant « Ok Natacha, la semaine dernière, donc aujourd'hui je gère les recrutements exécutifs de Doctolib, donc j'ai ma propre équipe avec un certain nombre de projets strat et autres et j'ai des recrutements à faire en direct, donc je suis une recruteuse opérationnelle aujourd'hui. La semaine dernière, combien d'heures j'ai fait de sourcing ? Par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est pas assez ? Si c'est pas assez, c'est quoi l'impact qu'il va y avoir dans mon pipe et dans ma pipeline de candidats pour dans 2 semaines ? Ok, comment ajuster un peu différemment la semaine qui vient ? En fait, j'ai une semaine qui est ultra structurée sur différents piliers qu'on peut discuter, c'est-à-dire des créneaux pour les entretiens, des créneaux pour mes briefs avec mes managers, des créneaux pour ma préparation sur les points avec le COMEX, des créneaux de sourcing, etc. Mais je garde une certaine flexibilité dans cette organisation. En fait, j'organise les moments où je ne suis pas organisée. C'est-à-dire que dans ma time matrix, je vais avoir des créneaux de buffer, de work alone. Et en fait, ça va vous paraître un peu psychopathe. Non, mais on est DRH, dans ça. Là, c'est ça qu'on te demande. De dire, j'organise mes moments où je vais pouvoir laisser ma porte ouverte, en fait. Okay. Et c'est Mathieu, notre DRH, qui m'avait dit ça, ou pas sur la porte ouverte, mais qui dit en fait j'organise d'avoir quelques moments dans ma semaine où c'est ok de ne pas être 100% focus parce que je vais proposer à Michel d'aller prendre un café, parce que je vais proposer... Et c'est parfois, je sais l'image que je renvoie, en fait, quand je suis à mon bureau, si j'ai mes écouteurs, c'est que je suis ultra concentrée et que j'ai 45 minutes pour faire tomber cette presse, cette préparation et cet assessment-là. Et en fait, c'est compliqué, je suis difficilement pénétrable dans ces moments-là. Après, je suis dispo sur Slack tout le temps et j'ai d'autres moments d'aération dans ma semaine qui me permet d'avoir de la créativité et plus de spontanéité dans mon quotidien. Moi, j'ai déjà des questions. Vas-y. J'en ai 10 000. Mais à quel niveau de granularité, toi, est-ce que tu remplis ton agenda ? Déjà, j'imagine que tu es drivé par ton agenda aussi. 100%, 8h30, 19h30, et j'ai tout mon perso qui est dessus. Tu connais, moi c'est pareil. Et tu connais les moments qui te prennent de l'énergie et d'autres non ? Parce que déjà, tu as une organisation, du style les entretiens, c'est plutôt le matin. Ouais. Tes trucs, c'est plutôt l'après-midi. En fait, le problème, c'est que sur les entretiens exec, je parle avec des execs. Donc là, j'avoue, je plie un peu mon agenda en fonction de la seniorité de ces profils-là qui sont dispo sur la pause déj ou tard le soir. Et donc, je m'organise en fonction de ça. Si je peux réussir à caler mes workshops et mes créneaux de work alone où je travaille et je délivre seul le matin pour être plus efficace, je le fais de cette manière-là. C'est vrai qu'en fonction du type de profil que tu as en tant que recruteur, si tu fais de l'exec, si tu fais du volume, c'est différent. Si tu es manager ou pas manager, c'est différent parce que quand tu es manager, forcément, tu as un niveau de degré de choses qui ne sont pas anticipables un peu plus fort que quand tu es IC ou non manager. Et il y avait aussi un autre point, et on en avait parlé un petit peu. Quand tu fais que du recrutement, il y a quand même quelque chose, et je conseille ça, même si je me l'applique pas toujours, mais j'essaie quand même de le faire, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu vas faire du sourcing ou des calls dans la semaine, c'est qu'il y a un truc quand même très simple à faire, c'est que et là tu utilises la data, c'est de dire qu'en 2 heures de sourcing, combien de gens je suis capable de mettre dans un projet, combien de gens je suis capable à qui je peux envoyer un premier message. La semaine d'après, ou sur les 6 prochains mois, tu commences à regarder globalement quel est mon taux de retour à mes messages. Et donc si je dis que pendant 2 heures de sourcing, je peux faire 30 reach-out et que mon taux de retour est de 70%, 20%, 5%, je sais à peu près combien de relances je dois faire la semaine suivante, si c'est la semaine suivante que je relance, ou dans 2 semaines si c'est dans 2 semaines dans mon séquençage. Et vous connaissez assez bien. Moi, j'ai des gros problèmes de prévision où je pense que je serais capable dans la semaine, au vu des heures dans ma tête, de faire 5 actions, 6 actions. In fine, j'en fais que 3 et je suis sous l'eau. Au bout de combien de temps vous avez réussi à connaître parfaitement votre capacité sur chaque tâche à délivrer et à être juste en fin de semaine, en très court, parce que sinon j'ai des questions longues aussi. En fin de semaine, là, en ce moment, tu as 100% de ce que tu prédis. T'es à 80, t'es à 120. T'as juste le tir et t'es très humble par rapport à ça. Parfois je me plante, parfois j'ai passé trop de temps sur des tâches qui méritaient pas ma priorisation. Et j'ai un système, c'est que j'utilise avec Google Calendar les couleurs. Oui, ouais, vachement bien ça. 5 typologies de sujets sur lesquels je travaille. Moi aussi, les je fais projets, ça. le management d'équipe, les entretiens, le sourcing et la préparation, en gros. Et en fait, c'est un truc par couleur. Et donc, j'arrive à voir de manière très macro. Et en plus, Google t'indique combien d'heures tu as passé sur chaque sujet maintenant. Et tu arrives à voir très facilement comment Google te dit sur combien d'heures Oui, par couleur. Exactement. En fait, tu as un reporting possible dans ton GCal où il te sort donc, ton split. Ton split de temps passé par couleur. Donc, chaque couleur, tu lui mets une catégorie et ça te permet de savoir comment tu as piloté ton agenda. J'ai une idée, un petit tour de table en rapide. Moi, je suis nul en orga. 3 conseils que tu donnes à un mec qui est vraiment... Je rentre dans ton équipe, je suis éclaté, tu dis « Ah, le mec, il sait pas faire ça, là, c'est... »
3 premiers conseils. Par contre, j'écoute beaucoup. Donc, vous avez 3 conseils à me donner chacun. On va commencer par toi, Rassam. Je suis dans ton équipe, je suis un âge, j'arrive pas à m'organiser, je suis un fou. Quelle heure il est? Je sais pas, à 20h. 3 conseils là à appliquer. Moi, je redirais celui que je te donne chaque vendredi quand on se parle en weekly. Non, mais globalement, en bi-weekly, globalement, je pense que et j'adapterai mon conseil maintenant en te connaissant. Ouais, bien sûr. Je pense que toi, tu as besoin dans l'amas de balles avec lesquelles tu as décidé de jongler dans une semaine, d'accepter de faire des choix, de dire c'est ces 5 balles-là que je veux absolument pas faire tomber. Parce que si tu dis que sur les 10, de manière aléatoire, j'en ferai tomber 5 et on verra à la fin de la semaine lesquels sont tombés, là, je trouve que le premier gap, c'est de dire non, ces 5-là, je veux pas les faire tomber. Et à la fin de la semaine, ta priorité, c'est si tu as laissé tomber ceux-là, c'est un gros échec. Un conseil. Je rebondis sur le point de Rassam. Une fois que tu as priorisé tes sujets, il faut que tu priorises tes tâches par sujet en fonction des échéances que tu as. Échéance. Exactement. Donc, sujet, échéance. Et dans les temps que tu as dans ton agenda, workload, projet, sourcing, post, whatever, tu te listes des objectifs. Si ce n'est pas des objectifs de nombre pour un sourcing, ça va être des objectifs d'avancer dans ton sujet. Il y a une presse sur laquelle tu sais qu'elle aura 4 parties. Je fais la première. Exactement, partie 1, 2. Et tu te forces à délivrer à la fin de ton workload. Et moi, ça, quand Mathieu a commencé à me coacher sur la Time Matrix, quand on l'a mis en place chez Docto, j'ai vu que ça m'avait enlevé vachement de... C'est quoi la Time Matrix ? La Time Matrix, c'est l'organisation de ton agenda. Ok, d'accord. Donc vous avez des formations sur l'organisation de ton agenda ? Absolument. Qui s'appelle How to Handle Your Time Matrix. Absolument. Oui, ça y est, c'est ça. Design by Natasha Niegretto. Alors, je sais pas s'il y avait toi, il y a Alex Boulin qui avait fait ça aussi. Parce que c'est hyper pertinent. Je te dirais passe moins de temps sur tes choses. Non, mais quand j'ai fait 1 an dans l'équipe formation, hors recrutement, formation boîte, c'était la première formation qu'on délivrait chez Docto. Pas que pour les recruteurs, mais pour tout le monde. Et je me souviens de cette anecdote. Je pilotais ce programme-là avec quelqu'un, Clémentine Loisillon à l'époque. Et je me souviens que je devais aller donner cette formation du haut de mes 25 ans à 2 de nos directeurs allemands, mais qui avaient juste 15 ans de plus d'expérience que moi, mais rien à voir, sur des fonctions business, et que j'étais dans l'avion pour l'Allemagne. J'avais tellement peur. Et en fait, j'avais été assez fière en sortant de cette formation. Je me disais, tout est une question de posture. J'allais pas leur apprendre comment gérer leur sujet go-to-market, marketing. J'allais juste ouvrir la question et le débat sur comment être meilleur sur leur regard. Et moi, pour te donner 2 conseils, c'est 1, organise-toi un créneau pour organiser ta semaine. Et donc, en fait, tous les vendredis après-midi, en fait, les vendredis après-midi ou lundi matin, comme tu veux. En fait, moi, le vendredi après-midi, mais c'est ouf sur la charge mentale, sur l'absence de charge mentale le week-end. Ma semaine, je sais exactement ce qui tombe. Je sais exactement les créneaux. Je me bloque des créneaux de workload en privé pour travailler sur les sujets de fond. Donc ça, c'est mon conseil 1. Et mon conseil 2, qu'on n'a pas abordé sur la charge mentale, mais c'est en anglais « eat the frog », c'est-à-dire « mange ton crapaud ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des sujets que tu procrastines et qu'on procrastine. Et donc, dans le recrutement, je peux vous en citer un, c'est dire non aux candidats. Dire les no-go. Moi, je déteste faire ça. C'est horrible. À chaque fois que j'ai ça, j'ai la boule au ventre. Mais parce que je suis très dédiée avec mes candidats, j'essaye de l'être. Tout n'est pas parfait. Et en fait, je vais caler dans mon agenda ces no-go et ces frogs, ces crapauds qu'il faut absolument que je fasse le plus tôt possible. Parce que c'est ça qui fait grossir la charge mentale. Les trucs que je veux pas faire, j'essaie de les faire le plus tôt possible et je les organise dans mon agenda. C'est comme mes enfants, il y en a une qui mange d'abord ce qu'elle aime bien et à la fin elle doit manger les légumes, et l'autre elle garde ce qu'elle aime bien à la fin. Et bien un petit mot de la fin. Oui, est-ce qu'on a bossé tous les nombreux sujets que tu voulais parler aujourd'hui, parce que c'est... Oui, on a bossé sur moi je voulais pas, en fait je voulais parler de l'organisation, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Je voulais parler des différentes phases de scale dans une boîte et comment on adapte plus ou moins des outils. J'ai une question pour la fin, je suis très content. Merci. Je peux la poser ? Bien sûr, tu peux y aller. Tu peux lever la main. C'est quoi Oui, monsieur Saed. C'est quoi les périodes que vous avez le plus kiffé, tous chacun, à tour de rôle ? Est-ce que c'est le moment où t'es sous l'eau, t'es pas staffé ? Est-ce que c'est le moment où t'es l'excellence ? Ou est-ce que tu ralentis ? Ou est-ce que c'est le chaos ? C'est quoi les moments où tu es le plus à l'aise ? C'est pas forcément une question intelligente, c'est vas-y, on est au feeling là. Ça se fait cette période-là, c'était la merde, mais j'ai kiffé.
Ou alors cette période-là, on était méga organisé, mais je me suis emmerdé. Est-ce que vous voulez commencer ? Moi, ma période a un nom, elle s'appelle Monceau. La grande période de Monceau. Et c'était l'époque où en fait on venait de faire notre série C, je crois. Ouais. Et en fait on commençait à accélérer fort. Mais il y avait un enthousiasme, une joie qui était extraordinaire. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, on était tous les trois dans le même bureau. Et c'est la période de ma carrière et une des périodes de ma vie, d'ailleurs, où j'ai le plus ri. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc, ça a été la phase d'accélération de Docto qui a été la plus belle de ma carrière au service d'une des plus belles boîtes qui soit et d'une grande boîte de cœur. Donc, 3 de recruteurs, pas de cordi, pas de sourceur, machin, juste 3 et boum, on attaque. 2018. Ouais, grosso modo 2018. Tellement... concentration, perf et moment de rigolade. On rigolait tellement qu'à un moment, quelqu'un du business est venu fermer la porte parce que notre bureau était trop bruyant de rire et de joie. Chez Chanez Rodriguez, on lui fait une dédicace. Si elle nous entend, elle tapait contre le mur parce qu'elle nous entendait plus. En fait, à 4h30, on avait une récréation, donc tout le monde se mettait, on riait, on chantait, machin. Et à partir de 18h30, avant les derniers calls de chasse que tu commences à 19h et tout, mais... l'hôpital psychiatrique, vraiment. C'était extraordinaire. Donc, je dirais, 2018-2020, c'était début 2020, c'était ma meilleure période. Natacha, t'as pas le droit de dire la même. En fait, c'est très dur pour moi de répondre à cette question et peut-être pour conclure sur le sujet de l'organisation, quand parfois on rigole et on m'appelle machinasse de l'orga, en fait, pour moi, être surorganisé... Moi, c'est un truc que j'envie, que je t'envie. Ne vient pas nourrir nécessairement un objectif de performance. En fait, ça vient m'apporter du calme dans ce que je fais. Et donc, en fait, je me sens limite moins bien aujourd'hui puisque je n'ai pas mes deux potos qui sont à ma droite, qui ne sont plus avec moi. Mais je me sens limite très bien aujourd'hui et mieux aujourd'hui parce que je suis calme et je me fais rarement corneriser dans des points stressants et j'ai pas de charge mentale le soir parce qu'en fait, j'arrive à beaucoup anticiper et je sais ce que je ne sais pas. Là où plus jeune, je pouvais parfois manquer d'humilité et j'avais envie de tout savoir et je sais ce que je ne sais pas et je sais très bien ce que je sais. En fait, aujourd'hui... T'arrives à dire, t'es tellement organisé que t'arrives en réunion et dis ça je sais pas, j'ai pas le... Non, en fait, et j'assume en fait quand je suis en point avec mon comex, etc. Je suis très bien préparée sur 90% des sujets. Il y a 10% des sujets, il y a pas de souci. Là, j'ai pas la réponse, mais je me permets de revenir vers toi à horizon 48 heures et c'est un point que je me mets dans mes priorités. Et en fait, pour moi, être très bien organisé ne nous aide pas que à être performant, mais nous aide à évoluer dans un environnement calme et serein. Et aujourd'hui, j'arrive à atteindre ce truc-là beaucoup mieux qu'avant parce que j'ai plus confiance en moi aussi et que j'ai un bébé qui m'a forcé à organiser ma vie un peu différemment. Donc voilà. Question un peu bêta, mais avoir un enfant, ça t'a aidé à t'organiser En fait, les gens m'avaient dit, parce que du coup, je disais, mais comment c'est possible, Mathematrix est tellement organisée sans enfant. Et les gens m'avaient dit, mais tu verras, avoir un enfant, ça t'aide à être mieux organisé. Les gars, je suis tellement bien organisée, comment je peux être mieux organisée? Donc, non, tu fais des choses qui ne sont pas bien, mais tu sautes ta pause déj et tu t'acceptes de déprioriser certaines choses. Je réponds toujours à 100% de mes mails, mais t'acceptes de déprioriser quand même certaines choses et de les décaler dans le temps. Rassam? Pour pas redire les mêmes périodes parce que bon c'est vrai que celle que Élise a décrite était particulièrement forte, intense et unique et donc bien sûr qu'elle est incroyable cette période et plus ou moins dans la même période peut-être un tout petit peu après je dirais peut-être aux alentours de 2019 il y a une période dont je parle beaucoup c'est au moment où en fait on avait une relation avec le business dans la tech donc notre CTO Philippe Vima notre VP Engineering Nicolas Denayer qui s'est construit avec le temps. Au départ c'était pas simple etc. Je sortais de mes one-on-one à chaque fois en débriefant putain il me casse la tête moi je comprends pas ce qu'il veut et tout, parce qu'il me challengeait sur les métriques le truc mais qu'est-ce que tu vas faire comment pourquoi machin tanani la stratégie etc. les outils et en fait j'étais pas habitué à ce qu'un hiring manager ou un directeur mettre le nez autant dans ton business. Mais laisse-moi faire du recrutement. En cap, c'est et donc, en fait, ce que j'ai kiffé le plus, c'est la phase où, en fait, on était vraiment en osmose avec ces personnes-là. On se voyait très régulièrement, évidemment, en weekly, mais on avait un moment qui était très sacralisé tous les quarters où on faisait un bilan sur les objectifs, les résultats, les recrutements. Et en fait, c'était vraiment en collaboration ensemble qu'on créait mon équipe et l'équipe de Nicolas ou de Philippe Vima. Et ces moments où il y avait une dizaine, quinzaine parfois de personnes
et on déroulait les slides et on montrait nos objectifs, on montrait à quel point on était calé sur pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, qu'est-ce qu'on recommande, les hypothèses, la prédiction, et notamment en travaillant avec Tris Reville qui m'avait beaucoup ouvert les chakras sur plein de sujets de data là-dessus à l'époque. Je m'étais dit, en fait, j'ai ouvert un monde que je ne connaissais pas, et ça me permet d'être à la table de certaines personnes que je respecte encore beaucoup aujourd'hui, et à l'époque où pendant très longtemps, je me disais, mais je serais incapable. Et en fait, d'être considéré comme un père à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est pas mes enfants, hein, parce que j'ai aussi des enfants, c'est pas mes pères. Dans ce cas-là, oui, jeu de mots, père, papa. J'ai compris. Et donc, je dirais que c'est... pères, c'est-à-dire qu'ils étaient d'égal à égal. Égal, peer to peer. Comme il a 2 filles, c'est son père. Merci. D'accord. Père et père. Écrivons, tu pourras le mettre en sous-titre. Je le mettrai en sous-titre. P-A-I-R-T-E-R. Enfin, sur l'ortho, faut pas compter sur moi non plus. Mais... Et voilà, c'était ma période, même si les levées de fonds, le moment où on a racheté mon docteur, il y a plein de choses. Incroyable. Chez Docto, il y a eu beaucoup de moments vraiment très très forts. Très intense. Ouais. Et donc je pense que on peut conclure sur ces belles paroles. C'était l'épisode 7 du sous-sol. Du sous-sol sur l'organisation, la data, les plannings, savoir ce que tu fais demain plannings. ou pas. C'est une émission sponsorisée par Thalys. Yep. Un ATS qui te permet de faire des trucs avec des candidats dans un ordinateur pour les proposer avec tes clients et faire de l'argent. Hire. Bonne soirée. Ciao. Merci, Recruiter in the House. Super. Oh